Début des années 2000, de Sangos, vous connaissez l'histoire, une PME du Sud-Ouest, grossiste, donc avec un avenir quand même incertain, s'est dit il faut prendre un angle stratégique. Et donc nous sommes dit on va investir dans les biosolutions. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Avec l'aide de notre actionnariat salarié, on a pris cette position et nous avons investi maintenant depuis 20 ans tout notre argent dans les biosolutions. Quand je dis biosolutions, je parle de biofertilisation, donc en rachetant Agronutrition à Toulouse, avec la biostimulation également, hein, donc biofertiliser, biostimuler pour nourrir le sol et puis renforcer les plantes ou les traitements de semences, donc pour avoir en fait une plante bien robuste. Et puis ensuite le biocontrôle, hein, le biocontrôle qui permet de lutter contre les stress biotiques. Au travers de notre solution, nos solutions, en particulier biocontrôle, on a une part de marché aujourd'hui de 17% avec 22 spécialités. On a traité en 2018-2019 ou appliqué des produits de biocontrôle sur 1 million d'hectares. Donc on a besoin de mettre des chiffres derrière le biocontrôle parce qu'on dit biocontrôle. Non, on a fait 1 million d'hectares. Ça veut dire aussi que ça marche, le biocontrôle. Les agriculteurs, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont besoin d'expérimenter. Alors les agriculteurs, il faut leur dire la vérité. Dans les années 90, il y a eu des expériences extrêmement malheureuses en biocontrôle parce que c'était la révolution et ça allait faire tout et rien, nettoyer le sol et le plafond. Malheureusement, on s'est aperçu que ça avait fait des très grandes déceptions. Et quand vous faites des déceptions dans la vie, ça marque longtemps. Donc il faut retrouver la confiance. Donc il a fallu expérimenter plusieurs fois. Et une fois qu'on a montré que les produits y marchent, on arrive à le développer. Quand je dis il ne faut pas raconter d'histoire, si le produit il marche à 20%, l'agriculteur il va avoir une information fiable. Mais si un coup vous lui dites qu'il marche à 60 et puis ensuite qu'il marche à 20, là il perd la confiance. Sur des bases de 20%, vous pouvez construire des programmes avec du conventionnel, à dose réduite, mais en tout cas qui fait en sorte qu'on arrive à limiter l'empreinte de la chimie conventionnelle. On fait ce constat naturellement puisque ces solutions de biocontrôle, on les a mis en place depuis de nombreuses années. Qu'aujourd'hui elles sont déployées sur 50 000 hectares et qu'on a l'objectif à très court terme d'atteindre les 200 000 hectares. Et ça fait partie de toute la palette des produits que nous offrons à nos adhérents, non seulement en France, mais en Europe centrale, puisque depuis plus de 10 ans, nous avons également des activités, nous offrons des produits de biocontrôle en Europe centrale. Très tôt, Sophie Protéol nous a accompagnés et rentré dans le capital de Sangos, parce qu'on avait des intérêts communs. J'ai souvent entendu Michel dire qu'il faut qu'on verdisse notre itinéraire technique en colza, par exemple, très consommatrice d'insecticides, bon, parce qu'il y a les méligettes, les altises, etc. Et donc très vite, on s'est compris sur la finalité stratégique qu'il y avait. Il n'y avait pas que l'aspect financier, bien sûr, l'aspect financier, il est clé, mais en tout cas, il y avait une vision stratégique. Et aujourd'hui, avec Sophie Protéol, on a pu renforcer notre R&D de manière significative. On a multiplié nos investissements de R&D par 3 en 10 ans. Donc on investit 10% de notre chiffre d'affaires en R&D avec des partenariats publics-privés, en particulier dans le Sud-Ouest, mais pas que. Et puis ensuite, on a pu aussi racheter quelques entreprises dans le domaine des biosolutions qui ne sont pas forcément que françaises, mais qui nous permettent d'avoir un rayonnement aujourd'hui international. On voit qu'on a une double dynamique dans le secteur agricole français. Une dynamique économique tout d'abord, avec l'entrée du secteur agricole dans l'économie de marché. On a du mal à s'habituer, ça ne fait que 30 ans. Et la seconde dynamique, on a pu entendre les mots de révolution ou de transition, qui est une transition agroécologique vers une agriculture moins dépendante de la chimie de synthèse et avec davantage de préventifs et systémiques. Ces deux phénomènes entraînent des tendances lourdes. La globalisation des marchés entraîne une compétition accrue avec les différents compétiteurs français et une volatilité plus importante des prix des matières premières. Ce qui nécessite d'ailleurs d'avoir une agriculture plus résiliente. En parallèle à cela, une agriculture qui va vers moins d'intrants, une agriculture qui va vers plus de connaissances, une agriculture qui est aussi soumise aux différents aléas climatiques, une agriculture donc avec plus de risques, plus d'aléas. La nécessité est là, donc de réussir à concilier une agriculture plus résiliente avec davantage d'aléas. Ça paraît être un petit peu antinomique entre les deux. Et donc derrière ça, essayer d'avoir des innovations en termes de biosolutions, en termes de semences, en termes de digital, le tout qui doit être permis par la puissance numérique. Le temps long qui peut être évoqué par Philippe son instant dans le secteur des semences, et on aurait la même problématique dans le secteur des biosolutions. Le temps long, c'est quoi? C'est pour réussir à développer un produit jusqu'à sa mise sur le marché, on est dans ces deux cas de figure à l'échelle de la décennie. Et il faut pouvoir, 10 ans auparavant, anticiper les évolutions de marché, anticiper les attentes de consommateurs par rapport au mode de production, et anticiper également les aléas du changement climatique. Ce qui nécessite pour nous, en tant qu'investisseurs, de pouvoir accompagner nos partenaires sur un même temps long, pour leur permettre de développer leurs produits et de déployer leurs solutions sur une durée compatible avec ces évolutions. Il faut effectivement tout à fait évoluer vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement.
Aujourd'hui, si on prend le secteur du biocontrôle, ce qui a été mentionné tout à l'heure par Christophe Maquin, c'est 8% du secteur de production des plantes, avec un objectif de 30% à l'horizon 2030. 30%, c'est beaucoup, mais 30%, ça veut dire aussi derrière qu'on ne pourra pas répondre à toutes les problématiques et qu'on a encore besoin aujourd'hui et certainement demain des produits historiques, phyto et engrais, pour aboutir à un complément de produits et à une solution complète, intégrant des nouvelles solutions, réduisant les anciennes et un mix entre les deux. On l'a vu tout à l'heure, il existe plusieurs typologies de consommateurs. De la même façon, il y a plusieurs types d'agriculture. Au sein de Sophie Protel, on les soutient tous, elles sont complémentaires. Évidemment, on a parlé du bio qu'on soutient, mais il faut garder la tête froide. Le gros du marché, ça a été dit, c'est quand même un marché dit conventionnel ou traditionnel. Et évidemment, on l'accompagne tout en le faisant évoluer. Je pense que Sophie Protel a vraiment toute sa place là, quand on parle du numérique et des data, notamment parce que c'est un secteur où si on veut réussir à développer des nouveaux services qui apportent de la valeur, il est nécessaire de travailler en coopération, d'allier des bases de données, de travailler entre partenaires. Et Sophie Protéol, qui intervient tout au long de la chaîne de valeur, est en mesure d'identifier des collaborations, de les pousser et de réunir des acteurs ensemble. Donc ça a été dans la petite vidéo mentionnée, par exemple, c'est l'exemple de Medria, qui est une société qui, outre Sophie Protéol, a regroupé de l'expertise animale qui était chez Medria et de l'expertise plutôt issue du végétal à l'origine chez une société qui s'appelle Iteka. Et donc voilà un exemple de coopération. Un exemple, par exemple, dans les services qu'on peut développer au sein de Medria, quelque chose qui peut faire sourire, mais c'est ce qu'on appelle l'emploi du temps des vaches. Une fois qu'on connaît ça finement par animal, ça nous permet de sortir des indicateurs, d'une part de détecter très en amont des troubles de la santé, donc on va traiter que les animaux qui en ont besoin, donc il y a une notion de compétitivité bien sûr, de bien-être animal, mais même au-delà de ça, on arrive maintenant à obtenir des critères de bien-être animal. Et ça, on peut le valoriser auprès des filières qui sont en demande, des distributeurs. On peut donner de la preuve quelque part. La seule problématique qui reste, c'est qu'il faut vendre ce service au consommateur. Donc c'est là où c'est pas toujours évident. On l'a dit, le consommateur a beaucoup de demandes, mais ce travail en partenariat dans le numérique peut potentiellement apporter beaucoup de valeur. Dans les années 90, politique agricole commune oblige, les élus se posent la question, mais comment être compétitif demain ? Comment l'être ? On est loin des ports, on ne le sera pas par rapport aux autres qui ont la proximité des ports. Et à partir de là, il y a cette logique, allons vers le marché. Mais de quoi parle-t-on à l'époque ? Eh bien, on parle tout simplement déjà d'orienter la production des producteurs vers l'alimentaire, le blé, l'orge, vision alimentaire, en se disant j'aurai plus de valeur à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle à l'époque le marché alimentaire. Ensuite, deuxième époque, c'est oui, mais à l'intérieur du blé meunier ou de l'orge de malterie, il y a différents besoins. Ce n'est pas le marché, c'est les marchés. Et donc, on arrive logiquement dans les années 2005-2006, et là, on se dit, on doit être capable de faire mieux. Notre blé, notre orge, ce n'est pas une commodité, c'est autre chose aujourd'hui. Donc, allons vers la différenciation de la matière première agricole. Et c'est là qu'on rentre dans la culture du client. On s'est dit que de toute façon, on représentait l'amont agricole, qu'on avait des connaissances que n'avait pas l'aval, et qu'il fallait se rapprocher de l'aval et de ses besoins, et qu'on réussirait, en ayant pour optique la création de valeur à l'amont et la création de valeur à l'aval, de réussir à co-construire des contrats filières. Et donc, on s'est mis autour des tables, on associe en fait les compétences des uns et des autres, et parfois on peut créer de la valeur tout simplement parce que le directeur industriel du client recherche quelque chose que notre propre client n'a pas identifié. Et c'est là qu'on commence à détecter quelque chose où on va pouvoir faire différemment et créer de la valeur en acceptant, bien sûr, de changer nos habitudes. On a un objectif d'amener 80% de notre production en filière dans les années qui viennent. Donc c'est une démarche assez similaire. Et nous avons aussi sur notre territoire des productions de petits volumes à forte valeur ajoutée. Je pense notamment aux lentilles du Berry, par exemple, ou d'autres productions de spécialité qui répondent à des attentes spécifiques des clients avec l'objectif de créer de la valeur ajoutée pour le client, mais aussi pour nos producteurs. Au-delà du débat sur les OGM, ce que nous ont dit nos adhérents, c'est ben voilà, nous, notre travail, on est adhérents de la coopérative.
on voit bien qu'on va nous enlever des solutions. Nous, ce qu'on attend de Terrena, eh bien, c'est que vous mettiez des moyens humains et des moyens financiers pour aller chercher des solutions alternatives, alors, comme De Soigos l'a fait. Et donc, ça a été vraiment ce qui a été à la genèse du projet. Donc, on a commencé par travailler sur l'amont, sur la production, en mettant des moyens humains, des moyens financiers, en créant nos propres, ce qu'on appelle des solutions nouvelle agriculture. Alors, c'est quoi? C'est une seule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution nouvelle agriculture? On n'est pas dans l'incantation, hein. Il faut qu'il y ait une exclusivité, une particularité. Il faut que ça soit économiquement viable, efficace, bien sûr, et testé. Donc, on a mis des équipes, des moyens financiers, je l'ai déjà dit, et on a créé ce qu'on appelle un réseau de sentinelles de la terre, qui sont des adhérents, qui vont tester ces solutions-là pendant 2 ou 3 ans pour vérifier que finalement elles sont viables. Et à ce moment-là, on s'est dit, mais pourquoi on a tout dans les mains pour faire notre propre marque? Et c'est à ce moment-là qu'on a créé la marque La Nouvelle Agriculture. Alors c'est quoi? C'était des réflexions très simplistes, hein. Je pense qu'on s'est dit que sur un marché de 100, il y avait peut-être probablement à 10 ans un marché 80-75%, alors on ne va pas se battre sur les pourcentages, hein, de gens qui achèteront toujours ce qu'on appelle du conventionnel, du standard, mais qui est de qualité en France, hein, mais voilà. On allait aller vers 5, 10, bon, moi j'ai entendu 2, je pense qu'on est plus que ça, de gens qui vont acheter du bio. Et on a isolé 5, 10, 15% de consommateurs qui seraient prêts à payer un peu plus cher. C'est à partir du moment où il a une traçabilité, à partir du moment où il est rassuré, parce que c'est français, c'est tracé. Et c'est ce marché-là qu'on a essayé de capter pour ramener de la valeur à nos adhérents en priorité. Alors on a vraiment appris en marchant, hein, notamment avec un distributeur, parce que c'est un cahier des charges qu'il faut construire, ça engage. Et ce qui est intéressant par contre, ce qui a été intéressant, c'est que on a vraiment travaillé sur la création de valeur sur toute la filière et on est sur des plans de progrès en permanence. Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en bio, en produits de grande consommation. Donc c'est un marché que l'on suit, qui va vite. Ça va très très vite. En fait, on court un peu après parce que à chaque fois qu'on développe du bio, eh bien, il faut faire des filières différentes, de la logistique différente. Il faut bien maîtriser les risques sanitaires qu'on peut avoir. Donc voilà, ça va tellement vite qu'il faut vraiment mettre les moyens, faire attention et à mon avis, pas non plus s'emballer là-dessus, quoi. Il faut maîtriser. Sur le bio, on a évoqué pas mal le besoin de local notamment, donc il y a du bio local, et quand on veut faire des produits de grande consommation bio, et notamment des produits animaux qui ont consommé des matières premières françaises, locales, la capacité de Sophie Protéol encore d'être sur toute la filière, c'est d'identifier quel est le maillon faible quelque part au niveau d'une filière, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour pouvoir développer cette filière et lui apporter de la compétitivité. Et dans cette notion de bio local, un des points qu'on avait identifié, c'était le manque de disponibilité en tourteaux de soja français et en tourteaux de tournesol notamment. Et donc, une fois qu'on a fait cette identification, on a, dans l'esprit Sophie Protéol, réuni des partenaires autour d'un projet qui s'appelle Oléocine Bio, qui est un outil de trituration de graines bio françaises. C'est un projet qui est vraiment construit là aussi en filière, hein. D'un côté, Terrena, non seulement qui va sourcer des graines locales, qui va utiliser le tourteau et qui le valorisera dans ses filières. De l'autre côté, le groupe Avril pour ses besoins industriels et ses filières également. Sophie Protéol, bien sûr. Et puis, pour vous montrer qu'on est vraiment dans une logique de filière et à l'écoute même du consommateur, c'est un projet qui associe également la société S-Fin Gestion, qui était un fonds d'investissement lié à l'économie sociale et solidaire, et qui est notamment assez investi dans la distribution bio, dans les magasins bio. Donc ça nous permet d'être assez connectés aux consommateurs et donc au sein de l'Eocine Bio d'avoir une vraie réflexion filière sur le bio et peut-être d'anticiper les évolutions qu'Olivier mentionnait. Dans le cadre de l'évolution d'habitudes de consommation de nos concitoyens, d'aller vers une alimentation davantage à base de protéines végétales, pour des raisons de santé, pour des raisons de mode de consommation, pour des raisons environnementales, avec la création qu'on a fait conjointement avec Terrena de la société Inveja, qui offre un panel de solutions en protéines végétales auprès des industriels de l'agroalimentaire, que ce soit en boulangerie, en viennoiserie, en produits laitiers, en substituts de viande, et avec une notion de durabilité, une notion également de goût, qui est clé dans ces produits-là, une notion de naturalité, qui pour nous sera clé par rapport aux entreprises qui, demain, permettront d'accompagner cette seconde transition alimentaire. Et sur Inveja, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est l'expérience, l'expertise, le réseau de Sophie Protéol et la qualité de nos échanges.
Et sur le deuxième, là, qui est à peine en route, hein, Oléocine Bio, je pense que c'est vraiment le type de projet très très intéressant que les coopératives comme Terrena peuvent avoir avec Sophie Protéol, parce qu'il y a une vraie complémentarité, et l'histoire est toute écrite, en fait. Je tenais à le dire. C'est une longue aventure qui a commencé il y a plus de 20 ans par le rachat d'une petite malterie dans le centre de la France, à Issoudun, à l'époque, qui était plantée en plein milieu d'un bassin de production d'orge de brasserie qui intéressait directement nos adhérents. Et cette décision, c'est une décision audacieuse à l'époque des administrateurs, hein, une décision courageuse, et ensuite qui s'est construite avec le temps, renforcement des capacités de l'usine, puis acquisition des activités de malterie de Bourtmalt en Belgique, des prises de position en Europe centrale, en 2010 l'acquisition de l'activité malterie de Greencore, avec des prises de position au Royaume-Uni et en Irlande, et ça se concrétise, cette évolution se concrétise avec le rachat des activités malt de Cargill. On est passé à l'époque 60-80 000 tonnes de production tout au début à 3 millions de tonnes de production. On est parti d'Issoudun pour être maintenant présent sur 5 continents, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie, présent dans tous les bassins de production d'orge de la planète. L'idée reste avant tout de sécuriser des productions d'orge de brasserie pour nos adhérents. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 300-400 000 tonnes d'orge de brasserie qui sont transformées dans ces outils. Mais c'est aussi de ramener de la valeur à nos adhérents au travers de la performance économique de cette division qui nous permet de remonter des dividendes. Donc il y a ce double aspect de sécuriser des productions à valeur ajoutée, orge de brasserie, et ramener de la valeur au travers de la performance financière. Sophie Protéol est un partenaire de long terme du groupe Axérial et d'Ariane en particulier. On a eu l'occasion, je crois, d'accompagner le groupe dans toutes ces étapes de développement du malt, du tout début, il y a en 94, je crois, jusqu'à la plus récente, qui a eu lieu donc en 2019. On évoquait le rachat des actifs de Cargill Malt. Aujourd'hui, ça en fait le premier malteur au niveau mondial. Et je crois que ça illustre bien, là encore, la capacité de Sophie Protéol à être, on a parlé d'agilité, hein, donc accompagner des petits projets très stratégiques pour une filière, tout en accompagnant également des projets beaucoup plus ambitieux de ce type-là. Et encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut garder à l'esprit que pour les grands équilibres de la ferme France, il y a des notions de volume aussi, d'être très conquérant à l'export, ça nous paraît important et on les soutient. Et à chaque fois, notre obsession, c'est d'avoir des filières compétitives, amener de la valeur, qui permettent d'apporter de la valeur à l'agriculteur.